Tu te souviens de la dernière fois où tu as reçu ta fiche de paie? Tu l'as regardée, peut-être pendant 30 secondes, tu as vu le chiffre net et tu t'es dit « Bon, c'est ça ». Puis tu l'as rangé dans un tiroir ou tu l'as fermé sur ton écran sans vraiment comprendre la moitié de ce qu'il y avait écrit dessus. Et le mois d'après, exactement pareil. Moi, je suis Félix, je suis un chat, et oui, je comprends ta fiche de paie mieux que toi. C'est un peu humiliant à entendre, je sais. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que ton patron sait sur ton salaire, des choses que des équipes entières de RH, de comptables et de juristes connaissent sur le bout des doigts, et que toi qui travailles pour ce salaire, tu ne sauras peut-être jamais. À moins qu'on en parle maintenant. Et ce n'est pas ta faute, vraiment. Le système est conçu pour être opaque. Mais l'ignorance, elle a un coût très précis, qu'on va calculer ensemble aujourd'hui. Accroche-toi. Parce que ce que je vais te révéler va probablement te mettre en colère. Mais une bonne colère, celle qui te fait bouger. Voilà comment ça commence. Tu postules pour un poste, on te propose un salaire, tu négocies un peu, ou pas du tout parce que tu as peur de paraître trop gourmand, et tu signes. Tu penses que tu sais ce que tu gagnes. 40 000 € bruts par an, ou 2 500 € net par mois, ou ce que c'est dans ton cas. Mais voilà ce que tu ne sais pas. Ton employeur, lui, ne pense pas en termes de salaire brut. Il pense en termes de coût total. Et ce coût total, c'est une réalité très différente de ce que toi tu perçois. En France, et c'est un fait qu'on va poser sur la table dès maintenant, le coût total d'un salarié pour une entreprise représente en moyenne entre 1,7 et 2 fois le salaire net qu'il perçoit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu touches 2 000 € net par mois, ton employeur dépense en réalité entre 3 400 et 4 000 € par mois pour que tu sois là. Chaque mois. Cet argent, la différence entre ce que tu reçois et ce que ton employeur dépense, s'appelle les charges sociales. Et là, tu es peut-être en train de te dire « Ouais, je sais, les cotisations, tout ça. » Mais est-ce que tu sais vraiment à quoi elles correspondent? Est-ce que tu sais qui en profite? Et surtout, est-ce que tu sais qu'une partie de cet argent te revient, potentiellement, sous des formes que tu n'as jamais réclamées? Parce que c'est là que le premier secret de ton patron commence. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maxime. Maxime a 32 ans, il travaille dans une boîte de logistique à Lyon depuis 6 ans. Bon employé, sérieux, jamais malade. Il touche 2 300 € net par mois. Il pense qu'il gagne 2 300 €. Son employeur, lui, dépense près de 4 300 € pour Maxime chaque mois. Maxime a une vague idée de ça, mais il ne s'est jamais vraiment penché dessus. Un soir, en discutant avec un ami qui bosse en RH, Maxime apprend quelque chose qui le choque. Son entreprise dispose d'un dispositif d'épargne salariale, un plan d'épargne entreprise, un PEE, avec un abondement de l'employeur pouvant aller jusqu'à 3 000 € par an. Maxime n'y a jamais mis un centime, parce qu'il ne savait pas que ça existait. Résultat, en 6 ans, il a laissé 18 000 € sur la table. 18 000 €. C'est une voiture. C'est un apport pour un crédit immobilier. C'est parti à la poubelle. Maxime n'est pas stupide. Maxime n'était juste pas informé. Et je vais te dire un truc qui fait mal. Selon une étude de l'AFG, l'Association française de la gestion financière, plus de 40% des salariés français qui ont accès à un plan d'épargne salariale n'y contribuent pas du tout, ou le font très peu. 40%. Des milliards d'euros d'abondement employeurs qui ne sont jamais réclamés. Chaque année. Ton patron, lui, il sait que cet argent existe. Il espère juste que toi, tu ne poseras pas trop de questions. Mais attendons, parce que ça va encore plus loin. Parlons du truc dont personne ne parle jamais dans la vraie vie. Pas à la machine à café, pas au barbecue d'été, jamais. Le coût du travail est ce qu'il révèle sur ta position dans la négociation. Voici une métaphore. Imagine que tu es un iceberg. La partie que tout le monde voit, toi y compris, c'est ton salaire net. C'est la partie au-dessus de l'eau. Mais en dessous, il y a une masse énorme que tu ne vois pas. Les cotisations patronales, les cotisations salariales, les avantages en nature, les tickets resto, la mutuelle d'entreprise, les formations professionnelles, les jours de RTT, la prévoyance, parfois un véhicule de fonction, tout ça fait partie de ta rémunération globale. Mais ton contrat de travail, lui, n'en parle quasiment pas. Et voilà le truc pervers. Quand tu négocies une augmentation, tu négocies sur la petite partie visible de l'iceberg. Ton employeur, lui, il voit l'iceberg entier. Vous n'êtes pas en train de jouer le même jeu.
Voici quelque chose que les services RH savent et que les candidats ignorent presque systématiquement. Dans une négociation salariale, un employeur a souvent beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on appelle les avantages périphériques que sur le salaire brut affiché. Pourquoi ? Parce que certains avantages ne sont pas soumis aux mêmes charges. Une prime d'intéressement bien structurée, une contribution à un PEE, une prise en charge supplémentaire de la mutuelle, tout ça peut représenter des milliers d'euros de valeur réelle pour toi, avec un coût moindre pour ton employeur que s'il augmentait ton salaire brut à due concurrence. Mais si tu ne demandes pas, si tu ne sais pas que ça existe, ils ne vont pas te le proposer d'eux-mêmes. Et maintenant, parlons d'un sujet encore plus inconfortable, la grille des salaires. Dans de nombreuses entreprises, surtout les grandes, et c'est encore plus vrai dans le secteur public, il existe des grilles de rémunération, des échelles, des niveaux. Et dans ces grilles, ton poste est associé à une plage salariale, un minimum, un maximum, parfois un médian. Sais-tu dans quelle partie de cette grille tu te trouves ? Parce que ton manager, lui, le sait. Les RH le savent. Et si ton salaire est proche du bas de la fourchette, tu as une marge de négociation réelle que tu n'utilises probablement pas. Si tu es proche du haut, tu sais que tu approches du plafond sur ce poste, et que la seule façon d'augmenter significativement, c'est de changer de niveau, de titre ou d'entreprise. Or, une étude de PayScale publiée en 2023 révèle que 70% des salariés ne connaissent pas la fourchette de rémunération officielle de leur poste. 70%. Ils négocient à l'aveugle. C'est un peu comme jouer au poker en montrant tes cartes à l'autre joueur. Et ça, Félix ne peut pas laisser passer sans réagir. Parce que voilà où on entre dans le vrai territoire inconfortable, la transparence salariale. En France, parler de son salaire entre collègues est légal, totalement légal. L'article L. 1220-1-1 du Code du travail protège les salariés qui divulguent leur rémunération à d'autres salariés. Ton employeur ne peut pas te sanctionner pour ça. Et pourtant, dans les faits, une culture du silence s'est installée. On n'en parle pas, c'est tabou. C'est pas poli. Et ce tabou, il coûte énormément aux salariés, surtout aux femmes, surtout aux minorités, surtout à ceux qui arrivent de milieux où on ne parle pas d'argent à table. Parce que ce silence entretient les inégalités. Si tu ne sais pas que ta collègue, qui fait exactement le même travail que toi, gagne 300 € de plus par mois, tu ne peux pas le contester. Tu n'as pas de point de comparaison. Tu acceptes ce qu'on te donne. L'écart de salaire moyen entre hommes et femmes en France reste autour de 16%, selon les derniers chiffres de l'INSEE. 16%. Et une partie de cet écart s'explique précisément par cette asymétrie d'information. Les femmes négocient au moins, pas parce qu'elles sont moins compétentes, la recherche le prouve, mais parce qu'elles ont moins accès à l'information sur ce que valent réellement leurs pairs. L'information, c'est du pouvoir. Et ton employeur le sait très bien. Alors maintenant, est-ce que tu veux la vraie révélation ? Celle qui va tout changer dans ta façon de penser ta carrière ? Voilà ce que très peu de salariés comprennent vraiment. Dans le système de rémunération français, ton salaire net n'est que la partie la plus visible d'une réalité beaucoup plus complexe. Et cette complexité, si tu l'embrasses au lieu de l'ignorer, elle peut littéralement valoir des dizaines de milliers d'euros sur ta carrière. On a déjà parlé de l'épargne salariale, mais il y a aussi la prévoyance. La plupart des salariés français ont une couverture prévoyance financée en partie par leur employeur. En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, cette prévoyance peut garantir un maintien de salaire ou un capital. Mais combien de salariés ont lu leur contrat de prévoyance ? Combien savent exactement ce à quoi ils ont droit ? Il y a aussi les droits à la formation. Le CPF, le compte personnel de formation, accumule des droits en euros chaque année que tu travailles. En 2024, un salarié à temps plein accumule 500 € par an, plafonné à 5 000 €. Cet argent est là, dans un compte à ton nom, pour financer des formations qui peuvent te permettre de changer de métier, de monter en compétences, d'augmenter ta valeur sur le marché. Et pourtant, selon la DARS, plus de 60% des salariés n'ont jamais utilisé leur CPF. 60%. C'est de l'argent qui existe, qui est là pour toi et que tu n'utilises pas. Maintenant, parlons du moment le plus critique dans ta relation avec ton salaire, la négociation. Que ce soit à l'embauche ou lors d'une demande d'augmentation. Voici ce qui se passe vraiment de l'autre côté de la table,
dans la tête de ton futur employeur ou de ton manager, et que personne ne te dit jamais. Quand tu arrives avec une demande salariale, le recruteur ou le manager a généralement en tête 3 chiffres, un minimum absolu en dessous duquel ils ne peuvent peut-être pas descendre, un idéal, ce qu'ils espèrent sur que tu vas accepter, et un maximum, la limite haute de ce qu'ils sont autorisés à offrir. Dans la grande majorité des cas, l'offre initiale qu'on te fait se situe bien plus proche de l'idéal ou même du minimum que du maximum. C'est une stratégie de négociation classique. Et si tu acceptes la première offre sans contre-proposer, tu laisses de l'argent sur la table. Systématiquement. Une étude de Fidelity Investments révèle que 87% des recruteurs ont de la marge pour augmenter leur offre initiale. 87%. Et pourtant, moins de 40% des candidats négocient. Les autres acceptent simplement ce qu'on leur propose. Pourquoi ? La peur. Peur de paraître arrogant. Peur qu'on retire l'offre. Peur du conflit. Et cette peur, elle se traduit en moins d'argent sur ton compte bancaire, mois après mois, année après année. Pense à l'effet cumulé. Si tu as accepté un salaire inférieur de 2 000 € par an à ce que tu aurais pu obtenir en négociant, et que tu restes dans cette entreprise 5 ans, c'est 10 000 €. Mais ce n'est pas juste 10 000 €, parce que tes augmentations futures vont souvent être calculées en pourcentage de ton salaire actuel. Donc l'écart se creuse chaque année. Sur une carrière entière, une mauvaise négociation initiale peut coûter des centaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Et puis, il y a le secret le plus douloureux, celui qu'on ne veut pas entendre mais qu'il faut absolument regarder en face. Dans la plupart des entreprises, les meilleures augmentations ne vont pas aux meilleurs travailleurs. Elles vont à ceux qui savent se vendre, qui négocient, qui sont visibles, qui posent d'un lit des demandes explicites. C'est contre-intuitif et profondément injuste. Mais c'est la réalité documentée. Une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology montre que les individus qui verbalisent explicitement leurs valeurs et leurs contributions reçoivent des rémunérations significativement plus élevées que ceux qui supposent que leur travail parlera pour lui-même. Le travail bien fait ne suffit pas. Il faut que les bonnes personnes sachent que tu l'as fait. Ton patron sait qui dans son équipe va demander une augmentation avant la fin de l'année. Il anticipe ces conversations. Et pour ceux qui ne demandent jamais, l'augmentation annuelle sera le minimum prévu dans la politique de l'entreprise, ou rien du tout si l'année a été difficile. Les discrets, les loyaux, ceux qui pensent que leur travail mérite une récompense automatique, ce sont souvent eux qui, après 10 ans dans une boîte, réalisent que le nouvel arrivant recruté l'an dernier gagne autant qu'eux. Et c'est à ce moment-là que la trahison est ressentie le plus fort. Mais voilà la bonne nouvelle, et il y en a une parce que Félix ne te laisse pas dans le désarroi. Toutes ces informations, une fois que tu les as, elles changent tout. Commençons par ce que tu peux faire dès demain matin. Sérieusement, dès demain. Premier geste, retrouve tes documents de rémunération. Pas juste ta fiche de paie, tous les documents. La notice de ta mutuelle, ton contrat de prévoyance, les informations sur l'épargne salariale dans ton entreprise, PEE, PERCO ou PER collectif. Si tu ne sais pas où les trouver, demande au RH. C'est ton droit. Ces informations te concernent. Deuxième geste, consulte ton solde. C'est PF. Tu vas sur mon compte formation. Mon-compte-de-formation.gouv.fr. Tu te connectes avec France Connect et tu vois exactement combien d'euros de droits à la formation tu as accumulés. Ça prend 5 minutes. 5 minutes pour découvrir peut-être plusieurs milliers d'euros que tu ne savais pas que tu avais. Troisième geste, fais une recherche de salaire. Des plateformes comme Glassdoor, LinkedIn Salary ou les enquêtes sectorielles de l'APEC et de l'INSEE te donnent des fourchettes réelles pour ton poste, ton secteur, ta région. Documente-toi. Construis un argumentaire factuel. Arrive à la négociation avec des chiffres, pas avec des sentiments. Et quatrième geste, le plus important, programme une conversation avec ton manager. Pas pour te plaindre, pas pour menacer de partir, mais pour demander clairement et professionnellement « Qu'est-ce que je dois accomplir dans les 6 prochains mois pour justifier une augmentation de X euros ?» Tu poses l'objectif, tu documentes la conversation et tu t'y tiens. Parce que voilà ce que Félix a appris en observant les humains depuis suffisamment longtemps. Ce n'est pas le talent qui fait la différence dans la plupart des cas, c'est la clarté. La clarté sur ce que tu vaux.
La clarté sur ce à quoi tu as droit. La clarté dans tes demandes. Le système financier du travail en France est un labyrinthe. Et ton employeur, lui, il en connaît chaque couloir. Mais maintenant, tu as un plan. Tu as les premières clés. Et comme tout labyrinthe, celui-ci n'est intimidant que tant qu'on ne le comprend pas. Il y a un dernier chiffre que je veux te laisser. Une étude de McKinsey publiée en 2022 sur le marché du travail européen montre que les salariés qui gèrent activement leur rémunération, qui négocient, qui utilisent leurs avantages, qui se forment régulièrement et qui demandent pour des augmentations proactives, gagnent en moyenne 35% de plus sur 20 ans de carrière que des profils comparables qui ne le font pas. 35% sur 20 ans. C'est pas une petite différence. C'est une vie différente. Alors la vraie question ce soir, elle n'est pas « Est-ce que mon patron est honnête avec moi ?» La vraie question c'est « Est-ce que moi, je suis honnête avec moi-même sur ce que je vaux et sur ce que je fais pour l'obtenir ?» L'information est là, les outils sont là, les droits sont là. Et maintenant, toi aussi tu es là, avec les yeux ouverts. Moi, je suis Félix. Et j'espère que la prochaine fois que tu recevras ta fiche de paie, tu ne la regarderas plus de la même façon. Tu verras l'iceberg entier et tu décideras toi-même jusqu'où tu veux aller. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, une seule chose, qui va changer ta façon de penser ton salaire, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu vas faire différemment. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partage cette vidéo. Ce n'est pas juste des informations, c'est de l'argent, et tout le monde mérite de savoir. À bientôt.